Il y a quand même un contrôle annuel. Après, je vais être honnête, on ne peut pas tout voir. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benjamin de chez Mata Capital IM pour parler de finance et d'immobilier durable. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec nos conseillers dans le lien en description. Bonjour Benjamin. Bonjour Clément. Alors, pour commencer, peut-être est-ce que tu pourrais nous préciser qui tu es et ce que tu fais chez Mata Capital? Moi, je suis responsable développement durable chez Mata Capital, plus précisément Mata Capital IM, qui est la société de gestion de patrimoine. Mata Capital IM que je représente, c'est vraiment la société de gestion de patrimoine. Mata Capital et AM, c'est une autre entité qui fait toute la partie asset management, property management, et on a une autre entité, Mata Capital IS, vraiment sur la partie conseil et commercial. Grosso modo, Mata Capital IM, donc société de gestion de patrimoine, on a deux stratégies distinctes, une stratégie value-add, valeur ajoutée, donc détention d'actifs immobiliers sur du court terme, et une stratégie plutôt donc core plus, où là on est sur des détentions d'actifs à plus long terme, donc 10, 20, 30, 40, 50 ans. Nos clients principaux sont des institutionnels privés ou des family office. Et tout récemment, on a ouvert un nouveau produit, on en parlera sûrement tout à l'heure, qui est une SCPI. Donc là, on s'adresse plutôt à une clientèle Osmo Énergie, retail. hein, donc. Exactement, Osmo Énergie. Très bien. Et alors du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, notamment de l'ISR, de l'ESG, peut-être pour commencer, pourrais-tu rappeler la définition de ces acronymes que tu as utilisés? Donc là, tu as parlé d'ISR, tu as parlé de RSE, tu as parlé d'ESG. J'aimerais également peut-être si tu pouvais nous définir les concepts d'article 9 SFDR, tous ces termes qui peuvent être parfois un peu effrayants. Ça veut dire quoi vraiment de manière concrète? Oui, on est d'accord, même chez nous, parfois en interne, on s'y perd. Donc, la RSE, c'est vraiment le concept de développement durable appliqué à l'échelle d'une entreprise pour responsabilité sociétale de l'entreprise. L'ISR, c'est finalement l'application du développement durable, on va dire, mais à l'échelle de la finance. Plus précisément, pour nous, des fonds immobiliers qu'on va gérer, donc toutes les stratégies qui vont être mises en place. On pourra faire le lien avec l'article 9 juste après. Et l'ESG, c'est l'application très concrète, très opérationnelle de tout ce processus de développement durable au sein des actifs immobiliers qu'on gère. Donc, on peut parler ESG sur un actif immobilier, on va parler RSE sur ce qu'on fait en interne chez Mata Capital et ISR sur la stratégie des fonds. Et pour la partie donc, que tu évoquais juste avant, article 9, donc là, on est dans un cadre réglementaire. De façon très synthétique, la réglementation SFDR nous impose de classer nos fonds selon trois grandes catégories. La catégorie dite article 6, donc ça veut dire qu'on n'a aucun sujet qu'on met en avant ou qu'on fait sur la partie justement ESG au niveau de l'actif immobilier. La catégorie article 8, donc là on va promouvoir, alors promouvoir ça veut dire beaucoup de choses, mais on va promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales au niveau de notre fonds et donc derrière impact sur les actifs immobiliers. Et la classe qu'on va appeler article 9, donc là qui est la plus difficile entre guillemets. La plus difficile à obtenir, bien évidemment. Ça signifie quoi? Ça signifie ici qu'on a un objectif d'investissement durable. On va avoir des objectifs derrière chiffrés à court, moyen, long terme qu'on s'engage à respecter. Ok, très clair. Alors ce que je propose peut-être, c'est qu'on passe sur un petit vrai ou faux. Je te pose des questions relativement clivantes et puis tu me réponds d'abord vrai-faux et puis ensuite peut-être tu détailles un tout petit peu. Dans 10 ans, toutes les SCPI seront obligées d'avoir un label ISR pour survivre, vrai ou faux? Je dirais faux. Pour deux raisons. La première, c'est si le label ISR n'évolue pas. Mais bon, les dispositifs de labellisation, de certification sont censés évoluer régulièrement. La deuxième raison, c'est on a quand même une réglementation qui est de plus en plus importante, plus en plus impactante. Donc si elle évolue dans le bon sens et qu'elle vient, entre guillemets, accentuer le devoir de vigilance et d'exercice sur les sujets ESG, le label pourrait mourir. Mais un label est censé être toujours au-delà de la réglementation et en effet évolutif. Deuxième question justement sur le label ISR. Le label ISR est-il aujourd'hui le seul moyen de garantir un engagement responsable d'une SCPI, vrai ou faux? Faux, mais il y contribue fortement. Faux, pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas que le label ISR, on a d'autres dispositifs de labellisation type Greenfin ou Finansol. On a aussi d'autres dispositifs ou d'autres cadres méthodologiques que peuvent utiliser les sociétés de gestion pour mettre en place des stratégies dédiées sur le carbone, la biodiversité et autres. Donc le label n'est pas le seul moyen d'engagement. Voilà. Et puis derrière, on a bien évidemment, on en parlait en amont, on a la réglementation avec les classifications articles 6, 8 et 9. Donc on peut avoir un article 9 qui n'a pas de label. Très bon et qui n'a pas de label. Voilà, tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai souvent l'exemple de Kianéos Pierre qui n'a pas de label ISR, mais qui est très engagé sur la rénovation énergétique. Et donc, en fait, parfois, ces différentes modalités de classement ou de labellisation peuvent ne pas être choisies par les gérants et pourtant avoir un engagement fort derrière, quoi. Tout à fait. Troisième question. Les objectifs ESG des SCPI sont contrôlés régulièrement après l'attribution du label, vrai ou faux? Ça, c'est vrai. À quelle fréquence? On a un audit initial. Une fois qu'on obtient le label, on a un audit de suivi annuel. Le label est valable 3 ans et par la suite, il y a un audit de renouvellement. On a une fréquence annuelle. Et c'est vraiment possible que lors de l'audit annuel, la personne ou l'auditeur vous retire le label en disant maintenant, écoutez, vous avez fait n'importe quoi, vous n'êtes plus du tout dans les clous du label? Alors, ça pourrait arriver. À ma connaissance, je ne connais pas de cas. Mais ça pourrait arriver. Dans tous les cas, on a toujours un système de non-conformité et un classement de non-conformité. Donc, on a des non-conformités mineures, majeures ou graves. Et si on a une non-conformité grave, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas une exigence du référentiel, du label ISR, on a un retrait ou une suspension du label. D'accord. Voilà. Ça peut arriver. Et ce retrait, cette suspension, si je ne me trompe pas, ça nous interdit de candidater ou de repostuler au niveau du label pendant 6 mois, le temps de se remettre conforme à cette non-conformité, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, donc il y a quand même un contrôle annuel. Après, je vais être honnête, on ne peut pas tout voir. Ok. Et d'ailleurs, justement, la question d'après est un peu basée là-dessus. Le label ISR est perfectible et manque de rigueur, vrai ou faux? Moi, je pense que sur la méthodologie peut-être d'audit, on en parlait juste avant, il y a sûrement des progrès à faire pour la simple et bonne raison que je constate que d'un organisme de certification à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes méthodes. C'est dommage. Et alors, je peux en parler parce que je suis un ancien auditeur. Enfin, du moins, je travaillais dans un organisme de certification en tant que responsable du pôle label. Donc, je connais quand même très bien ces sujets. Et puis après, il y a parfois peut-être un manque de transparence sur certains éléments. Je sais qu'on pourrait, pourquoi pas, demander à publier les rapports d'audit, par exemple, pour avoir une vision très concrète et très opérationnelle de ce qui s'est passé pendant l'audit et de ce qu'on a dans cette gestion. Alors, si je dis ça, je pense que certains de mes pairs, mes confrères, diraient sauter au plafond. C'est possible. Mais voilà, c'est une façon peut-être de l'améliorer. Mais après, moi, je reste quand même très convaincu de ces dispositifs-là parce que ça nous apporte un cadre méthodologique qui est quand même très, très pertinent. Et ça dynamique, surtout, ça dynamise le travail en interne avec les équipes. Enfin, moi, c'est vraiment c'est un peu principal. Un déclencheur. Ah oui. Pour commencer à mettre en place une stratégie sur ces sujets ISR, ESG, un dispositif comme Label ISR, c'est un cadre méthodologique très fort et très puissant. D'accord, ok, intéressant. Mais toujours à améliorer. Et alors du coup, dernière question par rapport à ça, et qui fait d'ailleurs aussi un peu une boucle par rapport à la première dont on avait parlé. L'article 9 SFDR a plus de poids que le label ISR, vrai ou faux? On pourrait dire vrai pour la raison suivante, c'est que l'article 9 de la réglementation SFDR nous oblige en fait à avoir un objectif environnemental ou social. Et derrière, on a des objectifs, donc on a des chiffres qui sont derrière, des KPIs. Voilà, c'est un objectif, c'est pas forcément un objectif de moyens, mais ça va être un objectif de résultat. Le label ISR, pareil, il y a une dynamique avec un système de notation, de cotation, de pondération, les plus 20 points de pourcentage à améliorer sur 3 ans, mais il est plus global, il est peut-être un peu moins précis sur certains points, alors que l'article 9, c'est très très précis. On a un objectif et puis on doit... il faut l'atteindre. Exactement. Okay. Voilà. Et en plus de ça, il y a aussi bien évidemment du reporting spécifique, il y a la prise en compte de ce qu'on appelle les PAI, les principales incidences négatives. Donc pareil, c'est un reporting spécifique par rapport à l'article 9, etc., etc. Ok. Pour continuer un petit peu sur le sujet, un des éléments qu'on entend souvent, finalement, c'est que ces labels, bon, déjà le grand public peut-être ne comprend pas nécessairement toujours exactement ce qu'ils impliquent. Et on a parfois l'impression d'une forme de ce qu'on pourrait appeler un peu un greenwashing, que finalement on est capable d'enrober un peu la mariée, de dire qu'on fera des grandes actions dans le futur par rapport à ces labels. Et donc, dans un premier temps, pour toi, quelles seraient 3 actions immédiates qui, d'après toi, renforceraient la crédibilité du label ISR auprès du grand public?
Alors peut-être rappeler un petit peu le greenwashing, ce que c'est, parce que je pense que c'est important et on en entend beaucoup parler et c'est un mot qui est pour moi très galvaudé. Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser, attention. Donc le greenwashing, c'est vraiment une stratégie donc, de communication trompeuse pour se donner une image éco-responsable sans faire de réelles actions. C'est vraiment c'est un matraquage en termes de communication. Ouais, on se prétend bio alors qu'on l'est pas. Enfin voilà. Exactement. Donc c'est vrai que très vite on peut être estampillé greenwashing parce que on fait une communication, je dis n'importe quoi, sur un axe biodiversité en lien avec le bâtiment. Et en fait, à côté, on s'est rendu compte que on utilise en interne, je sais pas, des véhicules thermiques, donc ça a un impact sur la biodiversité. Enfin bref, le sujet est très complexe, donc faut vraiment faire attention à ça. Okay. Et du coup, ce serait quoi, toi, ta bonne définition du greenwashing? Enfin, parce que tu dis que c'est très galvaudé, parce que les gens l'utilisent à tort et à travers, même quand parfois c'est pas du vrai greenwashing, c'est ça? Pour moi, je pense qu'il faut, avant de parler de greenwashing, faire une vraie enquête en fait. Et vraiment vérifier sur quelle thématique on se base, on se positionne et voir si l'entreprise fait vraiment ses meilleurs efforts pour y arriver. Voilà, c'est juste ça parce que très vite on peut dire greenwashing alors que finalement c'est en fait on est sur des sujets qui sont hyper complexes. Qui interagissent avec énormément de thématiques, avec énormément de parties prenantes et qui sont souvent très longs à mettre en place. Donc à partir du moment où on avance, c'est comme le label ISR par exemple. Hein. Au démarrage, on a le label, on n'est pas forcément exemplaire partout, mais on est sur des démarches d'amélioration continue. Donc c'est au fil des années qu'on va s'améliorer. Donc pour moi, le greenwashing, on doit aussi le regarder en fonction du temps, chemin et du chemin, parcours, exactement. Ouais. Concrètement, à mon niveau, pour améliorer le label ISR, donc on disait qu'il était perfectible. Peut-être que le premier sujet, ce serait éventuellement de recadrer la méthode. Alors quand je dis recadrer la méthode, attention, je ne m'attaque pas au dispositif dans sa globalité. C'est que il faut savoir que dans le label ISR, chaque société de gestion peut utiliser sa propre méthodologie. Donc derrière... C'est pas comparable. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc une société de gestion qui a le label ISR ne peut pas être comparée à une autre société de gestion. Je trouve que ça, personnellement, d'un point de vue... D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était comme ça. Hein. Je pensais qu'il y avait un cadre strict qui était le même pour tout le monde. On a des exigences à respecter et après, c'est à nous de proposer une méthode, les moyens qu'on va mettre en place pour y parvenir. Donc c'est bien parce que ça laisse beaucoup d'interprétation pour une société de gestion. Ce n'est pas une approche binaire. Ça, c'est intéressant aussi, parce que ça peut nous aider à cadrer, justement, j'en parlais tout à l'heure, une méthode qui va répondre aux exigences du label ISR. Mais comme cette méthode, elle est faite de toutes pièces par la société de gestion, on peut pas comparer un label à un autre. Mais est-ce qu'il y a quand même un minimum de qualité? C'est-à-dire que, une société de gestion qui prendrait une approche extrêmement laxiste ne passerait pas peut-être le label, ou en fait, si elle pourrait quand même passer, puisque c'est que sur l'amélioration? Non, bien évidemment, ce que je dis, c'est pour améliorer le dispositif. Oui, après, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a une multitude d'exigences à respecter. Les auditeurs regardent le référentiel et le parcours de A à Z, et à la moindre virgule viennent demander des éléments de preuve pour savoir si on répond bien aux exigences. Donc non, il y a un cadre quand même qui est très fort. Après, il y a une possibilité, notamment quand on va venir faire des évaluations sur les actifs immobiliers. Donc dans le label ISR, il y a une partie société de gestion, donc plutôt organisationnelle, procédure, processus, comment les collaborateurs intègrent le dispositif. Donc ça, c'est très bien, c'est la partie vraiment gouvernance. Et après, il y a une partie sur les actifs immobiliers. Donc, comment on va évaluer l'actif et sa performance extra-financière. Et ça, par exemple, l'outil pour aller évaluer les actifs sont des outils maison. Le label ISR nous impose certains critères, notamment sur l'énergie, sur le carbone, sur lesquels on se doit d'avoir des indicateurs dessus, mais après on peut y ajouter autant d'indicateurs qu'on le veut. Voilà. C'est plutôt là-dessus où il y a une interprétation de la part de la société de gestion. Ça, c'est mon premier point. Et peut-être que le deuxième point, ça c'est parce que je le redis encore, mais j'ai beaucoup travaillé sur la création de dispositifs de labellisation. À titre personnel, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des labels qui ont différents niveaux de performance. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y avait eu des polémiques sur le label ISR à un moment. Du coup, d'avoir quoi, une forme d'ISR un peu de base, ISR exactement. Plus et okay. Un peu comme le classement hôtelier. Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ouais. Pourquoi ? Parce que les dispositifs de l'aviation, c'est vraiment des dispositifs qui aident les entreprises à avoir de meilleures pratiques.
mais pas forcément à un instant T, dans le temps, et à faire perdurer ces meilleures pratiques-là. Donc, pourquoi pas avoir un classement label ISR 1 étoile, je donne des étoiles mais ça peut être autre chose, 2 étoiles, 3 étoiles, et là ça permettrait de peut-être un peu mieux comparer aussi les ambitions et les engagements surtout des sociétés de gestion. Qui pourrait être pas mal, parce que c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui quasiment tous les fonds ou presque sont labellisés ISR, et donc comme tu le dis, en fin de compte, vu qu'ils le sont tous, finalement c'est plus très différenciant de l'avoir. Alors, autre question pour toi. Effectivement, le processus de labellisation peut parfois sembler un peu opaque pour l'épargnant qui est quand même évidemment très loin. Il a peu d'interaction avec la société de gestion à ce sujet. Est-ce que finalement, tu pourrais peut-être, toi déjà, donner un peu de transparence en nous expliquant comment ça marche quand on part de zéro, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes étapes, et est-ce qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de transparence qui serait donné aux investisseurs sur les processus de labellisation? C'est le grand enjeu de tous les dispositifs de labellisation. Sur le label ISR, il faut se renseigner, il faut aller sur le site internet du label, il y a pas mal d'éléments qui sont relativement clairs, et le processus est assez classique. C'est un dépôt de candidature auprès de l'organisme de certification qui vient vérifier si on a les bons éléments. Donc là, il y a tout un dispositif documentaire, un corpus documentaire à transmettre. Ensuite, on a un audit initial de labellisation, donc sur plusieurs jours. Généralement, c'est un audit sur site. Donc ça, d'ailleurs, c'est un bon élément aussi pour dire que c'est un label fiable. C'est pas forcément un audit documentaire. Les gens viennent se déplacent pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Oui. Et encore, ça dépend des organismes de certification, ce que je disais tout à l'heure aussi. Donc parfois, il faut un peu homogénéiser tout ça aussi. Ouais. Et donc du coup, après, on a un rapport d'audit qui est très clair, qui est très transparent. Pareil, c'est pas un rapport qu'on doit diffuser, mais on pourrait le faire, mais c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas une pratique en tout cas. Ça peut donner encore plus de. Et pourquoi c'est pas une pratique? Parce que tu penses que les gens ont peur les sociétés de gestion ont peur que ce soit mal compris? Ouais, complètement, parce que en fait, dans un rapport d'audit, on pointe ce qui va pas. Alors, on a les points forts, mais à côté, on a des non-conformités. Donc, de base, je pense que l'humain n'aime pas afficher des non-conformités. Voilà, la non-conformité. Donc, l'entreprise non plus. Après, non-conformité, ça veut pas dire qu'on fait pas les choses bien. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ça veut dire que on a peut-être eu un oubli. Faut se dire qu'un référentiel, label ISR, c'est plusieurs pages, c'est plusieurs lignes. Parfois, on comprend pas forcément aussi l'interprétation de l'exigence, ça peut arriver. Donc nous, on pense avoir bien répondu, et puis en échangeant avec l'auditeur, on se rend compte que c'était une réponse qui n'était pas appropriée. Voilà. Donc il faut l'améliorer, et je pense qu'une société n'a pas forcément envie de diffuser l'intégralité des non-conformités qu'on a. Bon, mais ça pourrait être une très très bonne pratique. Voilà. Et puis peut-être pour finir là-dessus, une fois que nous, on a l'auditeur qui vient chez nous, il fait son rapport, il nous fait des recommandations pour vérifier qu'on est en accord avec les non-conformités et les points forts. Et derrière, il transmet le dossier au comité de labellisation. En tout cas, le comité relie l'intégralité des rapports, vérifie sur élément de preuve ce qu'a fait l'auditeur. Donc, il vient rechallenger l'auditeur. Il y a quand même un deuxième contrôle. Et ensuite, on a ou pas la décision finale. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de contrôles. Pour moi, mis à part le comité du label, c'est quand même assez transparent. J'espère que cette vidéo vous plaît, que vous apprenez des choses sur la finance et l'immobilier durable. N'oubliez pas que vous avez un lien vers le simulateur et la prise de rendez-vous avec nos conseillers directement disponible dans la description de la vidéo. Et alors pour revenir un peu sur la motivation d'une société de gestion à labelliser ou non un fonds, d'après toi, quand la société de gestion initie le label ISR, de ce que tu as pu en voir au cours de ton expérience, est-ce que c'est généralement un vrai engagement, ou est-ce que c'est un peu un coup marketing de se dire, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut le label ISR, donc on le fait pour le faire, ou est-ce que c'est plutôt vraiment un engagement? Question complexe. Un peu les deux. En fait, pour moi, ça va vraiment dépendre de l'entreprise et de la gouvernance qu'il y a au niveau de l'entreprise. Si on a une direction qui est hyper engagée, hyper motivée par tous ces sujets, le label, c'est
c'est inné. Enfin, on y va parce qu'on y croit et puis on veut démontrer. L'objectif d'un label, c'est aussi de démontrer ce qu'on fait. Donc ça, c'est une excellente chose et généralement, c'est très très fluide d'ailleurs en interne pour mettre en place le label. Il y a moins de freins auprès des équipes, etc., etc. Si on a une gouvernance ou une direction qui est moins, on va dire, en empathie sur ces sujets, qui sait que ce label va permettre d'obtenir des débouchés commerciaux, par commercial, exemple. exactement. Ça peut être plus dur pour les équipes d'ailleurs de mettre le dispositif en place et en fait on va juste cocher des cases. J'aime pas le dire, mais on va juste cocher des cases. Donc on peut l'avoir en cochant juste des cases, le label ISR? Ça demande quand même beaucoup de travail en amont. En phase amont, c'est beaucoup de travail. Après, sur le suivi, il y a des cycles. Il y a des cycles de 3 ans sur le label ISR. À la fin, sur la dernière année, il y a quand même un objectif à atteindre. Ça dépend de la stratégie qui a été utilisée. Pareil, je disais qu'il y a plusieurs méthodes dans le label ISR. Je ne l'ai pas dit en amont. Il y a des stratégies pour l'immobilier, je parle. Best in class ou best in progress. Donc best in class, ça veut dire qu'on a des actifs immobiliers qui sont déjà performants au regard de notre méthodologie de notation. Donc on pourrait avoir des actifs qui sont déjà performants et il n'y a pas d'engagement d'aller améliorer les actifs, mais ils sont déjà bons. Et après, il y a des stratégies. Donc nous, aujourd'hui, en tout cas, si je parle dans notre entreprise, on est plus sur l'autre stratégie pour le moment, parce qu'on est aussi nouveau sur ces sujets. Best in progress, où là, on a des actifs qui sont un peu moins bons, un peu moins résilients, et sur lesquels, qu'on a déjà, bien évidemment, et sur lesquels on doit mettre en place des améliorations. Okay. Voilà, sur plusieurs thématiques. L'ISR, le label ISR, l'intérêt aussi, c'est qu'on est sur à la fois les thématiques environnementales, les thématiques sociales et les thématiques de gouvernance. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à aller voir. Donc du coup, en synthèse, cocher des cases, ça pourrait se faire, mais je pense qu'on n'arrivera pas à tenir le label si on fait ça. Parce qu'il y a quand même des vrais engagements derrière. Ce qui assure aussi une certaine confiance, une certaine crédibilité sur ce type de dispositif. Voilà. Après, la complexité aujourd'hui du label ISR, c'est surtout, nous on n'en est pas encore là, je sais que d'autres confrères le font, c'est sur après les audits de renouvellement. Donc, c'est-à-dire qu'on vient faire un nouveau cycle sur nos fonds qui sont labellisés, donc pour rappel 3 ans, on fait un nouveau cycle de labellisation. Là, nous, en tant que responsable de ces dossiers-là, on doit restructurer, rechanger un peu la méthode parce que nos actifs ont évolué, parce que la réglementation a évolué, parce que les pratiques internes ont évolué. On a un besoin de renouvellement sur la méthodologie et là, ça demande encore énormément de travail. Aujourd'hui, le label ISR n'a pas, c'est peut-être un sujet aussi pour la question initiale, mais n'a pas d'exclusion sectorielle, par exemple. Donc, tout fonds peut candidater. D'accord. Contrairement à d'autres... Même si on détient des stations-service Total, on peut être labellisé ISR. Ok. Voilà. Très bien, on est best in progress. Et là-dessus, j'aime bien raconter cette histoire parce que je reviens sur mes étudiants. Mais donc dans mon cours, on aborde l'ISO 14001, donc c'est le système de management environnemental. Et les étudiants ont beaucoup de mal à comprendre justement qu'une entreprise d'extraction pétrolière, de charbon ou autre, puisse obtenir une norme ISO 14001 qui vient valoriser le système de management environnemental. D'accord. C'est très dur à comprendre. Mais la norme est faite d'une façon à ce qu'en fait, elle soit ouverte. Oui, elle est indépendante en fait du secteur d'activité. Exactement. Et ces acteurs-là peuvent en fait avoir de très très bonnes pratiques. D'ailleurs, je crois qu'ils investissent, Total, je crois qu'ils investissent énormément sur le sujet des renewables également. Hein. Voilà. Donc ça peut arriver. Voilà. À partir du moment où on respecte le cahier des charges. Okay. Pour entrer un peu dans le concret désormais sur le sujet de la labellisation, sur la SCPI que les gens connaissent de chez Mata Capital, Osmo Energy, est-ce que tu aurais des exemples d'actions concrètes que vous avez réalisées dans le cadre de vos engagements, notamment ISR, ESG, sur cette SCPI? Alors peut-être remettre un tout petit peu de contexte très rapide sur Osmo Energy. Donc Osmo Energy, c'est une SCPI qui a été créée donc très récemment. On a eu l'agrément en avril 2024
Et sur la partie qui nous concerne aujourd'hui, on a pris le pari d'aller sur les deux dispositifs, à savoir le label ISR d'un côté et avoir un classement SFDR le plus ambitieux, le plus haut, donc qui est l'article 9. Voilà, donc nous, on joue sur les deux branches, ce qui est hyper intéressant pour nous. Enfin, nous, ça nous challenge au quotidien. L'article 9, donc, comme je le disais en amont, on a une obligation d'avoir un objectif d'investissement durable. Donc, pour la SCPI Osmo Énergie, on est parti du principe et du constat très clair et très simple. Aujourd'hui, dans le bâtiment, c'est principalement l'énergie et le carbone qui sont les deux sujets sur lesquels il faut travailler, avec la résilience climatique quand même, qui est je la mets de côté comme ça, mais elle est très très importante aussi. Et en plus, les émissions de gaz à effet de serre européennes, c'est quasiment 36% du bâtiment, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il y a des gros enjeux derrière. Donc l'objectif d'investissement durable de la SCPI Osmo Énergie, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Et pour y parvenir, on va actionner 2 leviers, voire un troisième après, j'en reparlerai. Le levier de la sobriété énergétique. Donc là, c'est vraiment consommer peu. Voilà, consommer mieux, exactement. Donc l'usage et l'interaction qu'on va avoir avec le locataire va être hyper important. D'accord. On y revient juste après sur la partie concrète. Sachant que vous n'avez pas complètement la main dessus. Exactement. Voilà, c'est la grosse difficulté. Mais ça fait partie de la brique, en tout cas, du levier qu'on va mettre en place. Le deuxième levier, c'est tout simplement l'efficacité énergétique. Et dans une troisième mesure, mais ça sera vraiment du cas par cas, quoique on a un actif d'ailleurs qui est déjà très très performant là-dessus en Hollande, ce sont les énergies renouvelables. Donc, qui viennent aussi nous aider sur la brique de consommer mieux, avec de l'autoconsommation ou de la réinjection sur le réseau. Ça, c'est encore d'autres sujets. Le label ISR, on connaît un peu la méthodo. Nous, ça nous permet de garder un cadre très global ESG avec la partie environnement, social et gouvernance. L'article 9, on a fait un focus sur la partie plutôt environnementale de par l'objet qu'on a. Et le cadre méthodologique du label ISR, pour nous, est hyper important. C'est ce qu'on fait sur l'ensemble de nos fonds. Les équipes le connaissent bien, on sait comment ça fonctionne, ça nous fait progresser, ça nous aide, il y a des procédures, des processus, etc. Donc ça on le garde et on n'y touche pas. On a rajouté du coup la brique à article 9 avec des objectifs ambitieux. Ce qui fait que là-dessus, je peux faire rapidement peut-être toute la petite chaîne de valeur, en tout cas de l'actif et de sa vie. Puis après, je vous donne des exemples concrets, les partenaires avec lesquels on travaille, etc., etc. Donc concrètement, en phase de due diligence, par exemple, comme on est article 9, avec des ambitions fortes sur les sujets de l'énergie et du carbone, on fait systématiquement appel. Alors aujourd'hui, on a un partenaire qui s'appelle Socotec, qui en phase de due deal nous fait des audits énergétiques et carbone. Ça, c'est primordial, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que potentiellement, on pourrait se dire, on est sur un actif qui n'est pas du tout performant, une intensité énergétique très élevée, une intensité carbone très forte. Et les leviers pour le transformer ne sont pas assez importants. Non, justement, sont tellement coûteux. Ah oui, d'accord, ça ne vaut pas le coup. Là, on est sur la partie plutôt financière. Il y a beaucoup de capex à aller déployer, que ça peut ne pas valoir le coup. Voilà. Même si sur la partie financière et ce que les investisseurs vont chercher, on est sur un actif qui est très performant, peut-être que s'il n'est pas performant ou complexe à transformer sur ma partie plutôt énergétique, extra-financière, on pourrait se dire on n'y va pas. On refait des investigations supplémentaires pour voir comment le travailler. Voilà. Donc ça, c'est la partie vraiment très concrète. Tous nos actifs aujourd'hui, on en a 13 en portefeuille, alors à fin 2024, sont passés au crible sur... Parce que l'enjeu, c'est que vous pouvez potentiellement acheter un bâtiment dont l'efficacité énergétique n'est pas terrible si vous savez exactement comment le monter et que vous êtes prêt à faire ces dépenses rapidement. Ouais. Rapidement, c'est quoi ? Dans les 6 mois, dans l'année de l'achat, c'est quoi le... Non, alors non, parce qu'on est quand même sur des actifs qui sont en site occupé. Donc il y a toujours cet échange avec le locataire et pour aller faire des travaux d'isolation par l'extérieur, soit sur la toiture ou les planchers bas ou autre, en site occupé c'est quand même un peu plus complexe. Donc il y a quand même un échange avec le locataire en ce sens. Après pour le locataire c'est toujours bénéfique de se dire que que le propriétaire va apporter une amélioration qui permettra de travailler sur le confort d'été ou sur d'autres éléments au niveau du bâtiment. Ça peut aussi les aider derrière à réduire les factures énergétiques ou surtout si on est sur des entités qui sont dans des démarches RSE très engagées, le fait d'être dans un bâtiment qui est déjà très performant
C'est pour du reporting ou pour d'autres actions ou pour les collaborateurs, c'est hyper important. Il y a la partie quand même audit énergétique qui est primordiale. Une fois que c'est fait, nous, on a des plans, donc on met en place des plans travaux, alors pas forcément dans les 6 mois pour répondre à ta question, mais il y a des plans travaux donc sur 5 ans. Aujourd'hui, là, si je prends vraiment de façon très opérationnelle les 13 actifs dont je parlais tout à l'heure, il y a à peu près 2,5 millions d'euros qui sont budgétés. Et sur ces 2,5 millions d'euros, on a plus ou moins 2 millions d'euros qui vont être vraiment associés à des actions de performance énergétique. D'accord. Donc ça, c'est déjà un enjeu qui est primordial. Donc sur 5 ans, il faut quand même l'avoir. Ça va évoluer aussi au fil de l'eau et puis au fur et à mesure. Sur ces 2 millions d'euros, très factuellement, on a eu un portefeuille de gamme vert l'année dernière. On a 6 ou 7 actifs immobiliers et là on a un autre partenaire, donc on a beaucoup de partenaires quand même qui nous aident sur le sujet. On a un partenaire qui s'appelle R3 qui vient sur site, là c'est en mars, refaire un check global de l'audit énergétique qui a été fait et nous aider à aller flécher les bons CAPEX pour principalement 2 actions, la réfection de la toiture et l'isolation de la toiture d'une part. Et d'autre part, c'est la mise en place d'une GTB. Donc GTB, c'est la gestion technique du bâtiment. C'est un dispositif qui permet de piloter les flux énergétiques d'un bâtiment. Donc ça vient optimiser la consommation. Okay. Voilà, ça, c'est très concret. Alors ça prend du temps parce qu'on est sur des temps très longs, mais ça arrive et là c'est en cours. Donc ça, c'est vraiment la partie efficacité. Si je vais plutôt sur la partie sobriété énergétique, il y a aujourd'hui 2 axes sur lesquels on a travaillé. Le premier, pareil, qui prend beaucoup de temps, mais qui est finalisé. On a créé tout un kit qu'on appelle un kit sobriété, kit locataire, kit sobriété énergétique pour le locataire. D'accord. Quand je dis kit, il y a 2 grands éléments. Le premier, c'est une charte d'engagement. Bon, c'est pas un label, c'est pas une certif, c'est une charte, mais au moins c'est une première sensibilisation qu'on fait vis-à-vis du locataire. Il faut savoir que les échanges avec les locataires sont pas forcément tout de suite très fluides, ça prend du temps, et puis on est sur des sujets qui les intéressent ou pas, mais donc voilà, il y a quand même des temps très longs. Et là, donc le locataire, s'il le souhaite, signe cette charte d'engagement, et nous, ça nous permet aussi d'ailleurs de nous rassurer sur le fait qu'on a un locataire qui est engagé sur la mise en place d'éco-gestes au quotidien. On fait attention à l'extinction des luminaires, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie sobriété. Donc l'usage du bâtiment, c'est là. Et à côté, on a tout un dispositif avec plein de partenariats et plein d'acteurs qui vont permettre aux locataires d'avoir des leviers d'action très rapides. À titre d'exemple, je ne l'ai pas cité en amont, mais c'est vrai que toute la stratégie quand même Osmo Énergie, moi j'ai beaucoup utilisé les théories de Négawatt qui travaillent toujours sur ce triptyque sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Ce sont quand même les précurseurs de la sobriété en France et même en Europe. Donc c'est quand même un levier très très pertinent, très technique sur lesquels on s'appuie. Donc on a travaillé avec eux, ils nous ont fait des fiches thématiques. Il y a des fiches sur le chauffage, sur la bonne utilisation du chauffage, de la climatisation, ventilation, etc., etc. Donc pareil qu'on transmet aux locataires. Après, aux locataires de s'approprier les fiches, bien évidemment. Donc ça, c'est dans le package. Si je continue peut-être sur la brique sobriété, action concrète sur un actif. Donc là, on est sur un actif de Fréjus. C'est un des premiers qui est rentré dans le portefeuille Osmo Énergie. On a installé donc Smart Impulse, avec qui on va essayer de poursuivre le travail sur d'autres actifs. Smart Impulse, c'est quoi ? C'est un petit dispositif qu'on installe dans le bâtiment qui va nous aider, qui va faire office en fait de compteur, comme c'était un sous-compteur, faire du sous-comptage sur l'intégralité du bâtiment, et ça va permettre aux locataires d'avoir une vision très très précise sur l'usage, exactement, donc l'usage de sa consommation énergétique et son zonage. Donc c'est-à-dire que usage, zonage, donc où il consomme et comment et sur quel poste. C'est hyper intéressant. Pour le coup, on a eu la restitution récemment. Et derrière, ça donne des leviers d'action très concrets. Donc pareil, locataire, mais on est sur la sobriété. Et à titre d'exemple, là, sur le monitoring qu'on a fait, le locataire pourrait, s'il le souhaite, économiser jusqu'à 6% d'économie d'énergie. Donc c'est quand même non négligeable. Ouais. Voilà. Alors c'est un actif qui est déjà très performant, mais peu importe. Peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que là-dessus, il y a aussi une priorisation des actions. C'est-à-dire qu'on ne va pas massivement
mettre en place des actions spécifiques sur le bâtiment, sur tout le portefeuille. Nous, je reviens sur l'article 9, on a l'objectif donc, de d'émissions de gaz à effet de serre. Pour suivre cet objectif, on se base, désolé si c'est un peu technique à chaque fois, mais on se base sur les indicateurs du CREM. Donc le CREM, c'est un outil, c'est une méthode qui nous donne des intensités carbone à respecter à horizon 2030, 2040, 2050. Donc nous, notre portefeuille, il va suivre ces différentes intensités, ces différents indicateurs. Et l'objectif, c'est d'être toujours soit à la même intensité, ou en soit dessous, un petit peu en dessous. Voilà, donc, quand on fait l'acquisition de différents actifs, on regarde ça. On ne s'interdit pas de prendre des actifs, comme on disait tout à l'heure, qui sont un peu au-dessus parce qu'on met en place des plans travaux spécifiques. Mais en tout cas, c'est notre boussole. C'est vraiment comme ça qu'on va voir si on est performant, si on répond à nos objectifs. Et vis-à-vis des investisseurs, ce sera très factuel. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Quoi. Exactement. C'est ça qui va nous aider au niveau portefeuille, ce qui fait qu'on va prioriser nos actions sur les actifs les plus énergivores, ou ceux qui ont une intensité carbone la plus élevée, ou ceux qui peuvent nous permettre d'avoir des leviers plus grands, parce qu'il y a des ratios de surface qui sont importants. Donc si on a un actif qui a une très très grande surface, qui a une intensité carbone qui est relativement élevée, mais pas non plus très élevée, mais sur lequel on peut avoir 10, 20, 30% de réduction, en fait, l'impact sur le portefeuille va être colossal. Une dernière action très concrète, c'est que ça, on s'y attache. C'était un gros travail, mais on s'y attache. Sujet pareil, on parlait de greenwashing, qui peut être un peu polémique. Donc, je ne l'ai pas dit en amont, mais nous, il y a quand même, on est guidé par l'acronyme qu'on va appeler MERCI, pour que tout le monde le comprenne. Mesurer, éviter, réduire, compenser et innover. Donc, la mesure, c'est à travers des outils de pilotage comme Deepkey. Donc là, on connaît en temps réel les consommations de nos actifs. Encore faut-il bien récupérer les mandats auprès des locataires, c'est un autre sujet, mais c'est un gros travail qui est fait chez nous. Éviter, réduire, donc c'est les actions de sobriété, d'efficacité énergétique dont on parlait tout à l'heure avec les acteurs qui nous accompagnent. L'audit en amont d'un Socotec et puis des acteurs AMO qui font la partie financière et travaux, donc comme R3 par exemple. Et sur la partie alors compensation, contribution carbone, séquestration carbone, c'est plein de termes différents qui disent plus ou moins la même chose. On a un autre partenaire qui s'appelle Ecotree. Donc là, on a mis en place ce dispositif qui, pour moi, c'est très intelligent et hyper important parce que ça permet aujourd'hui, en interne, de donner une valeur au carbone. Donc aujourd'hui, à travers ce partenariat, quand on achète un actif, tout de suite, les équipes d'Invest savent quelle est l'intensité carbone du bâtiment et savent potentiellement combien ça va leur coûter pour contribuer, compenser cette intensité carbone. Et voilà. Et donc là, on a une méthodologie qui est assez chiadée, je ne vais pas rentrer dedans, mais pour réduire ces coûts de compensation, il y a la brique en amont quand même de réduire, d'éviter, ce qui fait qu'on va être drivé par des actions très opérationnelles pour pouvoir payer moins, tout simplement, la contribution carbone. Bon, si je dis ça, les partenaires vont pas être contents, mais voilà, c'est un peu le jeu et c'est hyper ludique parce que on se dit, tiens, tel actif, ça va nous coûter X milliers d'euros sur l'année, mais si je fais des actions de performance de rénovation énergétique, je vais diviser par X%, etc. Et puis, donc voilà, il y a un équilibre à avoir qui est très intéressant. Okay. Et fin 2024, on a notre premier projet de compensation carbone, contribution carbone, qui a été mis en place et on a 75 tonnes de carbone qui ont été compensées par la SCPI. Voilà. Okay. On n'a pas pu faire de travaux sur ces actifs. Il venait d'arriver, mais on a fait au prorata de vous avez compensé du coup Voilà. Okay. Et pour finir la boucle, demain, potentiellement, ça pareil, c'est une chose qui est assez intéressante, on peut transmettre gracieusement aux locataires ces quotas, ces crédits carbone, qui peut après, lui, utiliser dans ses stratégies RSE. Donc, s'il a des stratégies RSE, il a fait son bilan carbone, scope 1, 2, 3, il met ses actions d'évitement et de réduction, et derrière, il veut faire de la contribution carbone. Potentiellement, il peut utiliser ces crédits parce que c'est sur sa consommation à lui. Très clair, merci beaucoup Benjamin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Benjamin, que vous avez appris beaucoup de choses et qu'on a pu potentiellement répondre à des interrogations que vous avez notamment sur l'ISR et l'immobilier. Et n'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner pour nous donner de la force.